Pendant plus de 30 ans, j'ai consacré ma vie à cette entreprise. Je suis arrivé quand ce n'était encore qu'une modeste opération, installée dans un bureau de 2 pièces au-dessus d'un garage à Nantes. Je l'ai vu grandir, pierre par pierre, ligne de code par ligne de code. J'ai conçu sa première infrastructure numérique, bien avant que les systèmes cloud et la logistique automatisée ne soient même discutés dans les salles de conseil. J'étais plus qu'un simple employé. J'étais le système nerveux de cette entreprise. Pourtant, rien de tout cela n'a semblé avoir d'importance lorsque le fondateur est décédé et a laissé l'entreprise entre les mains de son fils. Le garçon, Mathieu, n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour le fonctionnement réel de l'entreprise. Il se préoccupait davantage des apparences, des soirées privées au Café de Paris et des vagues stratégies de disruption qu'il avait apprises lors de séminaires hors de prix à l'INSEAD. Lors de son premier jour officiel en tant que PDG, il n'a salué personne. Il s'est dirigé directement vers la salle du conseil d'administration, a convoqué une réunion d'urgence et a commencé à rayer des noms de la liste de paix comme s'il taillait des mauvaises herbes dans un jardin. Quand il est arrivé à mon nom, il n'a pas hésité. Il s'est penché en avant et a sifflé ces mots « Tu ne vaux plus un centime ici, vieux ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri calmement. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas qu'à essayer de plaider ma cause. J'ai simplement répondu « Si c'est ce que tu penses ». Et je suis sorti. Personne n'a applaudi. Personne n'a protesté. Le silence disait tout. Mais ce que Mathieu ne savait pas, ce que son défunt père savait, c'est que j'avais conçu chaque recoin de l'écosystème numérique de cette entreprise. Et selon mon contrat, je conservais le contrôle administratif exclusif de l'infrastructure centrale jusqu'à ce que les procédures formelles de départ soient terminées. En quittant le bâtiment de verre sur les quais de Loire, je n'ai emporté aucun carton, pas de gâteau d'adieu, pas de poignée de main. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un café tranquille. Le petit matin, je me suis assis près de la fenêtre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté avec un accès route. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'agissais pas par colère, j'agissais par principe. L'entreprise que j'avais aidé à construire était devenue méconnaissable. Elle avait été confiée à quelqu'un qui croyait que le leadership consistait à dominer, pas à servir. J'avais protégé ce système pendant des décennies et maintenant, je le désactiverai avec le même soin que j'avais mis à le construire. Chaque serveur que j'avais construit possédait des redondances, mais il nécessitait tous mes clés de chiffrement pour rester fonctionnel. J'ai révoqué les licences, désactivé les jetons utilisateurs et envoyé des scripts de terminaison à tous les modules actifs. Les algorithmes logistiques se sont d'abord arrêtés, plus d'expédition, plus de suivi. Puis les tableaux de bord internes, les systèmes CRM et les registres financiers. Un par un, tout s'est assombri. Finalement, j'ai envoyé l'interrupteur, d'arrêt au mainframe. L'écran a clignoté pendant 1 seconde, puis est devenu noir. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait parce que Mathieu devait comprendre que l'arrogance ne donne pas droit au pouvoir. Le pouvoir doit être mérité. Et il n'avait rien fait pour mériter ce qui lui avait été remis. En fermant mon ordinateur portable, j'ai envoyé un seul email à son adresse personnelle avec 3 mots dans la ligne d'objet. Bonne chance maintenant. Le corps était vide. Ça n'a pas pris longtemps. Le soir même, j'ai reçu un appel de Sophie, une ancienne collègue. Chaos. Commandes bloquées en suspens. Clients furieux. Entrepôt à l'arrêt. Personne ne pouvait même imprimer des étiquettes ou vérifier l'inventaire. Mathieu aurait apparemment jeté une chaise contre le mur de la salle de conférence quand il a réalisé qu'il ne pouvait même pas accéder aux sauvegardes de récupération parce qu'il n'avait jamais pris la peine de mettre à jour les identifiants dont je les avais avertis pendant des mois. Ils ont essayé de m'appeler, bien sûr. D'abord le responsable informatique, puis l'avocat, puis finalement Mathieu lui-même. Je n'ai pas répondu, pas par rancune. Je ne leur devais simplement rien. Mon contrat avait été clair et ils m'avaient licencié sans respecter le processus de transition approprié. Ils n'avaient même pas organisé une session de transfert de connaissances. Ils m'avaient traité comme une vieille machine qu'ils pouvaient débrancher et remplacer. C'était leur plus grande erreur. Le lendemain, j'ai passé la journée sur la terrasse de mon petit appartement à Rézé, regardant la Loire s'écouler doucement. Mon téléphone vibrait sans cesse, des messages de panique, des appels manqués, des emails urgents. Chaque notification était comme le tic-tac d'une horloge. Dans une maison vide, un rappel du temps qui s'écoulait pour eux
Je n'ai pas ressenti de joie, seulement une étrange paix, comme si j'avais finalement déposé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. En fin d'après-midi, j'ai reçu un message de Claude, le directeur financier. « Tu réalises ce que tu as fait? Les actions ont chuté de 30% aujourd'hui. Le conseil d'administration est en panique. » J'ai lu le message 3 fois avant de répondre. J'ai simplement suivi la procédure de départ stipulée dans mon contrat. Paragraphe 17, section B. Vérifiez-le. Dans les jours qui ont suivi, les clients ont commencé à se retirer. Les contrats ont été gelés. Les investisseurs ont paniqué. Mathieu a dû faire face à sa première réunion du conseil d'administration avec plus de rouge sur les graphiques qu'il ne pouvait l'expliquer. Et à travers tout cela, je suis resté silencieux. Je ne regardais pas avec plaisir, je regardais avec chagrin. Chagrin pour ce que l'entreprise était devenue. J'avais aimé cet endroit, mais ce n'était plus le mien. Mon agenda soudainement libéré, j'ai eu le temps de réfléchir. Je passais plus de temps dans mon jardin sur le balcon. Je suis retourné à mon piano délaissé et j'ai renoué avec de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années. Mais au fond de moi, une partie brûlait encore pour la création, pour la résolution de problèmes. J'ai commencé à recevoir des messages d'anciens clients qui dépendaient des systèmes de l'entreprise. Ils se souvenaient de mon nom, ils demandaient conseil. Certains m'ont demandé de les aider à mettre en place leurs propres infrastructures, loin du désordre enchevêtré que Mathieu avait hérité. Je n'avais pas l'intention de recommencer, mais les opportunités ne cessaient de frapper à ma porte. J'ai donc créé un cabinet de conseil. Petit, discret, dans un espace de coworking, près de la place Grasselin. Je n'ai accepté que des projets qui correspondaient à mes valeurs. En quelques mois, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer seul. J'ai embauché quelques jeunes développeurs brillants et respectueux. Des jeunes qui me rappelaient moi-même des décennies auparavant. Ils écoutaient, ils apprenaient et ils construisaient. La satisfaction que j'ai ressentie en les regardant résoudre des problèmes avec intégrité dépassait de loin toute fierté que j'avais laissée derrière moi dans cette tour de bureaux en verre. Je ne construisais plus l'empire de quelqu'un d'autre, je bâtissais un héritage, pas avec l'échelle mais avec un objectif. Émilie, une jeune femme brillante que j'avais recrutée à l'école centrale de Nantes, s'est assise un jour en face de moi lors d'une pause café. « Tu ne regrettes jamais ?» a-t-elle demandé en regardant par la fenêtre en direction des tours de l'île de Nantes où se trouvait mon ancienne entreprise. J'ai tourné ma tasse entre mes mains, savourant l'arôme du café avant de répondre. « Ce que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt, ai-je dit finalement. J'ai passé 30 ans à construire quelque chose dont je croyais faire partie, mais j'étais simplement le gardien d'un rêve qui n'était pas le mien. » Elle a hoché la tête, ses yeux reflétant une compréhension au-delà de son âge. « C'est pour ça que tu nous laisses prendre tant de décisions, pour que nous construisions notre propre rêve. » J'ai souri. Elle avait compris quelque chose que je n'avais réalisé que trop tard. 6 mois après mon départ, la nouvelle a éclaté que l'entreprise avait déposé une demande de restructuration. Ils avaient perdu 70% de leur contrat. Des fournisseurs. Clay les avait poursuivis pour rupture de contrat. D'anciens employés parlaient à la presse et Mathieu s'était caché dans une villa à Saint-Tropez. Un ami des finances m'a dit que le conseil d'administration avait lancé une enquête sur les décisions de leadership et il y avait des rumeurs que Mathieu serait forcé de démissionner. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient sur les pavés du centre-ville, j'ai conduit ma vieille Citroën devant l'ancien siège social. Le bâtiment était toujours là, mais l'énergie avait changé. Fenêtres sombres, réception vide. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue, regardant le fantôme de ce qui avait été. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais peut-être injustifié, mais pas joyeux. Ce qui s'était effondré n'était pas seulement une entreprise, c'était un avertissement. Les institutions échouent lorsque le respect est remplacé par l'ego. Et pourtant, au milieu des cendres, quelque chose de précieux avait poussé. Les clients que je servais maintenant prospéraient, soutenus par des systèmes que j'avais aidés à concevoir avec soin et transparence. J'étais passé d'être jeté aux oubliettes à être indispensable à nouveau, mais cette fois selon mes propres conditions. Les rumeurs concernant l'entreprise se propageaient comme une traînée de poudre dans le petit monde tech nantais. Un matin, Thomas, l'un de mes nouveaux développeurs, a déposé le Monde économique sur mon bureau. En première page, un article détaillait comment l'action de mon ancienne entreprise avait chuté de 80% en moins d'1 an.
La photo montrait le siège presque désert, des cartons empilés dans le hall autrefois luxueux. « C'est vraiment à cause de toi ?» a demandé Thomas, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. J'ai parcouru l'article en silence. Il décrivait comment les systèmes informatiques défaillants avaient provoqué des erreurs de livraison catastrophiques, des fuites de données clients et une perte de confiance irréparable. Le journaliste avait interviewé d'anciens collègues qui parlaient d'un désastre prévisible et d'une gestion arrogante. Mathieu était décrit comme un héritier incompétent qui avait détruit en quelques mois ce que son père avait mis des décennies à construire. « Non », ai-je répondu finalement. « Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause d'un système qui valorise l'apparence plus que la substance. » Ce même après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Pierre Lefort, l'ancien bras droit du fondateur, maintenant président temporaire du conseil d'administration. Sa voix était fatiguée, presque suppliante. « Nous avons besoin de toi », a-t-il dit sans préambule. Mathieu est parti. Le conseil l'a forcé à démissionner. J'ai regardé par la fenêtre de notre petit bureau, observant mes jeunes collaborateurs travailler avec enthousiasme sur leurs écrans. « Je ne peux pas revenir, Pierre. Nous doublerons ton ancien salaire. Triplons le même, titre, action, ce que tu veux. Ce n'est pas une question d'argent. » Un long silence a suivi. « Alors aide-nous d'une autre façon, » a-t-il finalement dit. « Consulte pour nous. Aide-nous à reconstruire. » J'ai fermé les yeux, me demandant si je ressentais une quelconque satisfaction à les entendre supplier. Mais non, je ne ressentais que de la tristesse pour tous ces emplois en jeu, pour cette vision que le fondateur avait eue et que son fils avait trahie. « Je vais y réfléchir », ai-je dit avant de raccrocher. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement qui surplombait l'Erdre, j'ai sorti une bouteille de muscadet que je gardais pour une occasion spéciale. Assis sur ma terrasse, j'ai contemplé les lumières de la ville se refléter dans l'eau. 30 ans de ma vie dédiée à cette entreprise. Des milliers d'heures passées à construire, à maintenir, à protéger. Et maintenant, il voulait que je revienne pour tout reconstruire. Vers minuit, j'ai envoyé un message à Émilie et au reste de l'équipe. Réunion d'urgence demain, 9 h, nouvelle opportunité à discuter. Le lendemain, j'ai exposé la situation à mon équipe. Ils veulent que nous les aidions à reconstruire, ai-je conclu. Non pas moi seul, mais nous tous. Émilie a croisé les bras. Et pourquoi on ferait ça? Ils t'ont jeté comme une vieille. Chaussette. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Mais ce n'est plus la même entreprise maintenant. Et il y a 300 personnes là-bas qui pourraient perdre leur emploi si elles coulent. Un débat passionné a suivi. Certains étaient catégoriquement contre, d'autres y voyaient une opportunité d'expansion. Au bout d'1 heure, nous avons voté. La décision était prise. Nous accepterions le contrat, mais à nos conditions. Nos conditions étaient claires et non négociables. Notre cabinet interviendrait comme consultant externe, avec une totale autonomie. Nous ne travaillerions pas dans leurs locaux, mais garderions notre espace au cœur de Nantes. Et surtout, nous ne répondrions qu'au conseil d'administration, jamais à un directeur isolé. C'était notre façon de nous assurer que l'histoire ne se répéterait pas. Pierre a accepté tout ça sans broncher. Il savait qu'il n'était pas en position de marchander. La première semaine, nous avons fait un audit complet. L'état des systèmes était pire que ce que j'imaginais. Dans leur panique pour retrouver l'accès après mon départ, ils avaient engagé des consultants externes qui avaient mis en place des solutions temporaires bancales, créant une architecture informatique monstrueuse. C'est comme regarder un bâtiment reconstruit par des enfants avec des Legos, a commenté Laurent, notre spécialiste réseau, en parcourant les schémas d'infrastructure. Nous avons établi un plan sur 6 mois. Au lieu de simplement reconstruire ce qui existait avant, nous avons proposé une refonte complète, plus moderne, plus résiliente, mais surtout plus transparente. Chaque composant serait documenté. Chaque processus serait partagé. Plus jamais le système ne dépendrait d'une seule personne. Un matin, alors que je buvais mon café dans notre cuisine commune, Émilie m'a rejoint avec une expression perplexe. « Je comprends pourquoi tu fais ça », a-t-elle dit. « Mais je me demande, n'as-tu pas peur qu'ils te fassent la même chose une fois que nous aurons terminé ?» J'ai souri. C'est justement pour ça que nous construisons différemment cette fois. Nous créons un système qui ne peut pas être détourné ou contrôlé par une seule personne, pas même moi. Au fil des mois, notre relation avec l'entreprise a évolué. De consultants externes, nous sommes devenus des partenaires. Certains de leurs techniciens venaient régulièrement dans nos bureaux pour apprendre.
Nous organisions des ateliers, des sessions de transfert de connaissances. L'ancien environnement de secrets et de silos disparaissait progressivement. Un jour, Pierre m'a invité à déjeuner au restaurant Le Cigale, un établissement belle. Époque au cœur de Nantes. Entre le plat principal et le dessert, il a posé une question qui me trottait dans la tête depuis des mois. Pourquoi as-tu accepté de nous aider, après tout ce qui s'est passé? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Je n'ai pas accepté d'aider l'entreprise que Mathieu dirigeait. J'ai accepté d'aider à construire quelque chose de nouveau sur ses ruines. Il a hoché la tête lentement. Tu sais, le conseil envisage de renommer l'entreprise. Un nouveau départ, une nouvelle identité. C'est une bonne idée, ai-je approuvé. Le nom porte trop de cicatrices maintenant. Quelques semaines plus tard, lors d'une présentation au conseil d'administration, j'ai proposé un nom. Phoenix Digital. Simple, évocateur, porteur d'espoir. À ma surprise, ils l'ont adopté à l'unanimité. Au bout des 6 mois prévus, les nouveaux systèmes étaient opérationnels. Les clients commençaient à revenir. L'entreprise n'était pas sauvée, pas encore, mais elle respirait à nouveau. Et plus important encore, elle avait changé de l'intérieur. La culture du secret et du contrôle avait cédé la place à la transparence et à la collaboration. Le dernier jour de notre contrat, toute l'équipe de Phoenix Digital nous a offert un pot de départ dans leurs locaux. Sur un mur fraîchement peint, ils avaient accroché une plaque. La connaissance partagée est le seul pouvoir qui grandit quand on le donne. Équipe fondatrice, 2025. En quittant les lieux, j'ai réalisé que je n'avais plus ce poids sur la poitrine que j'avais portée pendant si longtemps. La blessure de mon départ forcé s'était finalement refermée, non pas par la vengeance, mais par la reconstruction. Notre cabinet a continué de prospérer, mais d'une manière que je n'avais pas anticipée. L'histoire de Phoenix Digital s'était répandue dans le milieu professionnel, et soudainement, nous étions devenus plus qu'une simple société de conseil informatique. Nous étions perçus comme des guérisseurs d'entreprises brisées, des architectes de la résilience organisationnelle. Des demandes affluaient de toute la France, des entreprises en difficulté. Parfois, des concurrents directs de Phoenix nous contactaient pour restructurer leur système. Mais ce qui était fascinant, c'est que leurs problèmes n'étaient presque jamais purement techniques. Ils étaient humains, des équipes divisées, des hiérarchies toxiques, des cultures d'entreprise qui punissaient l'initiative et récompensaient la soumission. Un après-midi brumeux de novembre, j'ai convoqué toute l'équipe pour une annonce importante. Notre espace de coworking était devenu trop petit. Nous avions loué tout un étage dans un ancien bâtiment industriel sur l'île de Nantes, reconverti en bureau moderne. Debout devant nos 15 employés, j'ai ressenti un mélange de fierté et d'humilité. « Nous sommes à un carrefour », ai-je commencé. « Nous pourrions continuer à grandir, embaucher davantage, prendre plus de contrats, mais je veux vous proposer une voie différente. » J'ai expliqué ma vision, transformer notre cabinet en une sorte d'école. Nous continuerions de travailler avec des clients, mais nous accueillerions aussi des stagiaires, des apprentis, des jeunes professionnels pour des périodes de 6 mois. Ils apprendraient non seulement les aspects techniques, mais aussi comment construire des systèmes justes, transparents et résilients. La technique s'apprend dans les livres, ai-je conclu. L'éthique s'apprend par l'exemple. La proposition a été accueillie avec enthousiasme. Émilie, maintenant directrice technique, a immédiatement commencé à esquisser un programme de formation. Thomas a suggéré des partenariats avec des écoles d'ingénieurs locales. Laurent a proposé de créer un manifeste, un ensemble de principes qui guiderait notre approche. Au cours des mois suivants, notre académie a pris forme. Notre premier groupe de 8 stagiaires est arrivé en janvier. Des jeunes brillants, curieux, mais aussi profondément idéalistes. Ils voulaient construire un monde numérique meilleur que celui qu'ils avaient hérité. Un soir, après une longue journée de travail, je suis resté seul au bureau. Depuis les grandes fenêtres, je pouvais voir la Loire scintiller sous les lumières de la ville. J'ai sorti de mon tiroir un vieux carnet, celui où j'avais noté mes premières idées il y a plus de 30 ans, lorsque j'avais rejoint cette petite entreprise au-dessus d'un garage. En feuilletant les pages jaunies, j'ai été frappé par l'idéalisme de ma jeunesse. Je voulais construire des systèmes qui aideraient les gens, qui rendraient le monde un peu meilleur. Quelque part en chemin, cet idéalisme s'était dilué dans les compromis quotidiens, les politiques d'entreprise, la routine. Et maintenant, à l'automne de ma carrière, je retrouvais cette flamme,
non pas en moi seul, mais reflété et amplifié dans les yeux de tous ces jeunes que nous formions. Le lendemain, lors d'une session avec les stagiaires, l'un d'eux, Victor, un jeune homme timide mais brillant, m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Comment savoir quand il faut rester loyal à une entreprise et quand il faut partir? La salle est devenue silencieuse. Même les employés plus expérimentés ont arrêté ce qu'ils faisaient pour écouter. La loyauté n'est pas une dette, ai-je répondu après un moment. C'est un échange. Tu donnes ton talent, ton temps, ta créativité. En retour, l'entreprise doit te donner plus que juste un salaire. Elle doit te donner du respect, de la croissance, un sentiment d'appartenance à quelque chose qui a du sens. J'ai fait une pause, cherchant les mots justes. Si cet échange devient déséquilibré, si tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois, alors ce n'est plus de la loyauté, c'est de l'exploitation. Et dans ce cas, partir n'est pas une trahison, c'est un acte d'autodéfense. Victor a hoché la tête lentement et j'ai vu une compréhension profonde dans ses yeux. J'ai réalisé que je ne parlais pas seulement à lui, mais aussi à mon moi d'il y a 30 ans. Plus tard ce printemps-là, j'ai reçu une invitation inattendue. Phoenix Digital célébrait son premier anniversaire sous son nouveau nom et souhaitait ma présence comme invité d'honneur. J'ai hésité avant d'accepter. La cérémonie était simple mais émouvante. L'entreprise avait survécu, s'était transformée. Pierre, toujours président du conseil, m'a remis une plaque commémorative en citant mes paroles. Le pouvoir doit être mérité. En quittant la réception, je me suis arrêté dans le hall d'entrée, regardant les nouveaux visages. La nouvelle énergie. Rien de tout cela n'était ce que j'avais imaginé quand j'avais fermé mon ordinateur portable dans ce café il y a 2 ans. La fin n'avait pas été une fin après tout, mais un nouveau commencement, pour eux, pour moi, pour tous ceux qui apprendraient de notre histoire. Dans mon bureau, j'ai encadré la plaque commémorative à côté d'une citation d'Albert Camus, que j'avais toujours aimée. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. C'était vrai, finalement. Même les fins les plus amères peuvent mener à de nouveaux départs inattendus. Et parfois, c'est seulement en laissant partir ce que nous croyions être notre destination que nous trouvons le chemin que nous étions vraiment destinés à suivre.